Quelqu'un avait bandé les yeux d'un chiot berger allemand blanc avant de la déposer devant le portail du refuge. Elle ne tremblait même pas. La chaleur écrasait le béton et elle restait assise là, immobile, comme si quelqu'un lui avait ordonné de ne plus jamais bouger, de ne plus jamais revenir en arrière. À peine 4 mois, peut-être moins, un pelage trop fin sur des os trop saillants. Ses petites pattes étaient repliées contre la barre inférieure du portail. Pas un aboiement, pas un gémissement, juste ce minuscule corps tourné vers l'extérieur, tendu vers un monde qui ne lui répondait plus. J'avais les bras chargés d'écuelles, en métal, et d'un sac poubelle quand j'ai failli passer à côté d'elle sans la voir. Je me suis arrêté net. J'ai réajusté les bols pour pouvoir la regarder. Elle n'a pas sursauté. Le tissu qui couvrait ses yeux n'était ni sale ni déchiré. Un simple bandeau noué derrière sa tête serrait juste ce qu'il fallait pour lui ôter la vue sans lui faire mal. Sous sa patte avant, un papier chiffonné, un bord aplati contre le sol par son poids, comme si elle refusait de le laisser s'envoler. Elle ne le protégeait pas. Elle ne tentait pas de le cacher. Elle ne cherchait même pas à fuir. Elle ne faisait qu'écouter les portes qui claquent, les verrous des box, les aboiements nerveux des autres chiens rescapés qui essaient encore de se faire remarquer. J'en ai vu passer des dizaines en 10 ans ici. Mais son silence pesait plus lourd que tous les hurlements réunis. C'était celui d'un chiot qui avait déjà compris que rien de bon ne suit le bruit. Pas de laisse, un collier trop lâche qui avait frotté sa peau jusqu'à laisser une marque pâle. Je me suis accroupi à côté d'elle et j'ai tendu ma main, paume ouverte, sans la toucher. Mes doigts flottaient à quelques centimètres de sa poitrine, juste assez près pour qu'elle sente l'odeur des chiens, du métal et du désinfectant incrusté dans ma peau. Quand j'ai parlé, ma voix est sortie plus basse que prévu. « Hé !» j'ai murmuré. « Hé, ma belle !» Elle n'a pas tourné la tête, n'a pas reniflé, n'a pas bougé, pas même quand j'ai répété doucement « Bonne fille !» Et c'est justement ça qui m'a glacé plus que tout ce que j'avais pu voir ici. J'ai glissé ma main sous sa patte, lentement, en lui laissant tout le temps du monde pour se retirer. Mais elle n'a rien fait. Ses petits orteils restaient crispés sur la feuille, comme si ce papier était la dernière chose qui l'empêchait de disparaître. J'ai soulevé délicatement sa patte et pris la note. Le papier était doux, presque humide, comme s'il avait absorbé trop de sueur, trop de larmes, trop d'hésitation. Une écriture tremblée, des lettres qui se penchaient les unes sur les autres, des traces d'encre effacées par une main qui avait dû s'arrêter trop souvent. Le message disait « Elle n'a jamais eu de vrai foyer, juste des parkings, des nuits bon marché, l'arrière d'une voiture. Elle panique quand une porte se ferme. Ne retirez pas le bandeau tant que son cœur n'aura pas cessé de m'attendre. Elle est douce. Dites-lui s'il vous plaît que j'ai essayé. » Je suis resté un moment à fixer ces mots jusqu'à ce qu'ils deviennent flous. Ce n'était pas le mensonge habituel que racontent les gens qui se débarrassent d'un chien. C'était quelqu'un qui n'avait jamais eu grand-chose à offrir à cette petite âme à part un siège passager, une vieille couverture et une promesse qu'il n'était plus capable de tenir. Pas de maison, pas de jardin, pas de repas de famille, juste 2 êtres perdus, toujours en mouvement, l'un tentant de suivre l'autre sur la route. J'ai plié la note et l'ai glissée dans ma poche. Puis j'ai passé mes bras sous elle, une main sous son torse, l'autre sous ses pattes arrière. Elle pesait moins que ce que son allure laissait penser. Quand je l'ai soulevée, son corps entier s'est raidi. Ses pattes se sont tendues vers le sol, ses muscles crispés, comme si le simple béton sous ce portail avait plus d'importance que mes bras. « Ça va ?» ai-je soufflé, même si je n'en étais pas sûr du tout. Elle ne s'est pas blottie contre moi. Elle ne s'est pas débattue non plus. Elle s'est juste tenue tendue, comme si le monde ne pouvait plus lui offrir aucun endroit stable. Je l'ai portée jusqu'à l'intérieur, le bandeau toujours sur ses yeux, tandis que les aboiements résonnaient autour de nous comme une marée qui monte et descend. Dans la petite pièce du fond, celle où la lumière est douce et où la porte isole du vacarme, je me suis assis par terre. Je l'ai installée contre moi, son dos appuyé contre mon ventre, ses pattes repliées comme si elle tentait de disparaître dans elle-même. Pendant une seconde, j'ai juste respiré avec elle, sentant ce minuscule corps essayer de se faire aussi petit que possible pour ne déranger personne. « Je suis là », ai-je murmuré. « Je ne suis pas celui qui t'a laissé, je suis celui qui va rester quand tu comprendras qu'ils ne reviendront plus. » J'avais déjà entendu toutes les excuses possibles. « Je ne peux pas, je n'ai pas le choix. » Mais dans cette note, dans ce chiot, il y avait autre chose. Quelque chose de plus cassé, de plus profond. J'ai cherché le nœud derrière sa tête. Au moment où mes doigts l'ont touché, son corps s'est contracté d'un seul coup. Sa respiration s'est faite courte, coupée, comme si elle attendait un coup qui ne viendrait jamais.
Doucement, juste moi, ai-je murmuré. Lentement, j'ai dénoué le bandeau, le tissu a glissé sur son pelage, puis sur son museau, avant de tomber dans ma main. Ses yeux se sont ouverts, 2 grands yeux clairs, cernés de rouge, fatigués, perdus. Pas de colère, pas de défi, juste une absence de repère, comme si on avait déplacé tout le mobilier de son monde pendant qu'elle dormait. Elle ne m'a pas regardé, ses yeux sont allés droit devant elle, vers l'endroit où se serait trouvé le portail, vers la route, vers les pas qui autrefois l'emmenaient d'un lieu à l'autre. Et là, elle a fait son premier son. Pas un aboiement, pas un pleur, un souffle brisé, un petit gémissement pris dans un soupir, comme si elle tentait d'appeler quelqu'un mais que le nom s'était cassé en route. Quand elle a poussé ce petit gémissement brisé, j'ai senti tout son corps se tendre contre mes bras, comme si le son lui avait échappé malgré elle. Juste après, elle a tenté de se redresser, lentement avec la maladresse d'un chiot affamé qui n'est plus sûr de la place qu'il occupe dans le monde. Son museau s'est orienté immédiatement vers la porte fermée, celle qui menait au couloir, puis au hall d'entrée, puis au dehors, au passé. Elle n'essayait pas de me fuir. Elle essayait de revenir à ce qu'elle croyait être sa vie. J'ai posé ma main contre son flanc pour l'empêcher de trébucher. Elle s'est figée aussitôt, muscles verrouillés, comme si le simple contact la surprenait. Pas de recul, pas d'agressivité, juste ce réflexe de pierre qu'ont parfois les animaux qui ont trop attendu, trop espéré, trop perdu. Pas maintenant, d'accord, ai-je soufflé. Elle n'a pas compris mes mots, mais elle a senti la retenue dans mon geste. Alors, elle s'est immobilisée, toujours tournée vers cette direction qu'elle connaissait trop bien. Je l'ai ramenée jusqu'au service d'accueil, la lumière était plus vive, le bruit plus diffus, et pourtant, elle ne réagissait presque pas. Je la portais, mais elle se laissait porter comme un objet fragile, comme si se déplacer par elle-même n'avait plus de sens. Sur la table d'examen, elle restait debout uniquement parce que mes mains la soutenaient. Sans moi, elle se serait laissée glisser, pas par fatigue physique, mais par épuisement de tout le reste. Le vétérinaire de permanence, un homme patient, que j'avais rebaptisé Monsieur Calhoun, pour éviter d'utiliser son vrai nom, s'est approché. Il avait cette douceur tranquille qu'on acquiert seulement après avoir vu trop de chiens brisés et décidé de continuer malgré tout. Il a passé ses mains le long de la colonne de la petite chienne. Ses doigts glissaient sous la fourrure en cherchant des bosses, des réactions, des tremblements. Il inspectait ses pattes, sa mâchoire, ses oreilles, son ventre. Rien de fracturé. Rien d'infecté, juste une maigreur prononcée, une déshydratation évidente, et ces micro-coupures dans son pelage qui racontaient des nuits passées à se faufiler sous des clôtures, entre des pneus, contre des murs rêches. Quand il a posé sa main sur sa cage thoracique pour écouter son cœur, j'ai vu sa mâchoire se contracter doucement. « Ça bat vite », a-t-il murmuré, « beaucoup trop vite ». Puis il a relevé les yeux vers moi, et il a ajouté, plus doucement encore, « Son corps va tenir, c'est sa tête et son cœur qui vont demander du temps. » Nous l'avons installé dans un petit box, loin des aboiements les plus agressifs. J'avais attrapé une couverture dans le sèche-linge à la dernière minute, encore tiède, encore imprégnée de l'odeur réconfortante du tissu propre. Je la lui ai tendue, mais elle n'y a prêté aucune attention. Quand je l'ai déposée dans le box, elle a traversé la cage en 3 pas. S'est assise face au barreau, tête haute, oreilles détendues, mais fixe, regard rivé au minuscule espace entre la porte et le sol. Elle ne reniflait pas la couverture, ne tournait pas dans le box, ne s'allongeait même pas. Elle recréait simplement la posture qu'elle avait au portail, la même, la copie parfaite, comme si elle tentait de reconstruire la seule scène qu'elle comprenait encore. Les autres chiens, dans les box voisins, faisaient connaître leur présence. Un petit braque hurlait, comme s'il appelait un ami. Une chienne brune et âgée tapait contre la paroi métallique pour attirer l'attention. Un grand chien noir aboyait par réflexe, par stress, par envie de sortir. Elle, la petite chienne aux yeux clairs, ne broncha pas. C'était comme si quelqu'un avait éteint toutes ses émotions pour ne laisser que l'attente. Une attente dépourvue d'objectif, juste programmée. Ce soir-là, j'ai fini mon service plus tard que prévu. Pas parce que le travail me retenait réellement. Parce que je n'arrivais pas à me résoudre à quitter le refuge sans passer une dernière fois devant elle. Je n'aurais jamais voulu qu'un collègue me voie tourner en rond comme un type qui n'arrive pas à lâcher un morceau de papier important. Mais j'y suis retourné quand même. Quand j'ai approché son box, elle ne dormait pas. Elle n'avait même pas essayé. Son corps était toujours au même endroit, le museau toujours tourné vers le bas de la porte, ses oreilles suivant chaque bruit, chaque pas dans le couloir. Elle ne cherchait personne en particulier. Elle cherchait le signe.
celui qui dit « c'est bon, on repart ». Je me suis accroupi au niveau des barreaux, je n'ai rien dit, elle n'a pas tourné la tête, elle guettait les pas des fantômes. Le lendemain matin, je suis arrivé plus tôt que d'habitude. Je voulais savoir si elle attendait quelqu'un ou quelque part, si c'était l'humain qui lui manquait, ou juste l'itinéraire habituel, cette longue route monotone dont elle connaissait les vibrations et les odeurs. Son box était parfait, presque trop parfait. La couverture n'avait pas bougé d'1 millimètre, son bol d'eau avait à peine diminué. J'ai ouvert la porte sans faire de bruit et je me suis reculé volontairement. Pas de laisse, pas d'appel, pas de manipulation, juste une option. Elle est restée immobile quelques secondes, fixant le vide devant elle comme si elle devait d'abord vérifier que l'ouverture était réelle. Puis, elle s'est levée lentement. Chaque os semblait se repositionner sous son pelage trop fin. Elle s'est avancée jusqu'au seuil. Elle a abaissé le museau vers le sol. Elle a respiré profondément, absorbant l'odeur du couloir, de l'eau de Javel, des pas humains, des traces d'autres chiens. Puis elle a choisi, elle est sortie du box. Mais pas pour venir vers moi, pas pour chercher un contact. Elle est partie dans le couloir, droit devant, avec cette même détermination discrète qu'elle avait au portail. Je marchais à quelques pas d'elle, assez proche pour intervenir, assez loin pour ne pas l'influencer. Son allure était lente, presque suspendue, comme si chaque pas devait être approuvé par une mémoire qui refusait de lâcher prise. Arrivée devant la porte principale, celle qui mène à la rue, elle s'est arrêtée, pas collée contre la vitre, pas excitée, juste immobile, le nez vers la fente d'air qui glissait entre les joints. J'ai passé ma main contre sa poitrine pour l'empêcher de pousser davantage. Elle n'a pas résisté. Elle n'a même pas cligné des yeux. Elle s'est contentée de rester là, toute petite, tout entière, penchée vers le monde de dehors, comme un aimant incapable de se reprogrammer. Et c'est là que j'ai compris. Ce n'était pas un humain qu'elle cherchait. C'était la direction, la routine, la route, l'habitude du mouvement, la sensation d'être toujours en transit. Elle ne revenait pas vers quelqu'un. Elle revenait vers le chemin. J'ai guidé ses pas pour retourner vers son box. 2 fois, sur le trajet, elle a tenté de bifurquer, presque timidement, comme si son corps disait « peut-être que c'est là », mais non. Elle suivait un itinéraire qui n'existait plus. Quand je l'ai replacée dans son box, elle s'est assise. Pas contre la porte cette fois, juste à côté. Comme si la répétition de ces instants commençait lentement à fissurer son réflexe. J'ai soufflé un mot sans y réfléchir. « Opale ». Le prénom s'est échappé de mes lèvres avant même que mon cerveau se demande si ça avait du sens. Lorsqu'elle a entendu le son, une seule oreille s'est dressée, l'espace d'une demi-seconde. Puis son regard est revenu vers la porte. Mais moi, je savais. Une fêlure venait de s'ouvrir, les jours suivants ont glissé avec une régularité presque mécanique. Chaque matin, je trouvais Opale, oui, déjà, Opale dans ma tête, assise exactement au même endroit, comme si la nuit ne l'avait jamais réellement touchée. Elle mangeait un peu plus qu'avant, mais toujours sans conviction, comme si se nourrir n'était plus une envie, juste une obligation basique pour continuer à attendre. Chaque fois que j'ouvrais la porte de son box, elle faisait une pause infime, une fraction de seconde où son corps hésitait entre 2 mondes. Et invariablement, elle se dirigeait vers l'extérieur dès qu'elle en avait l'occasion. Pas par excitation, pas par curiosité, mais par fidélité à un instinct qui l'avait trop longtemps guidée. Suivre, toujours suivre. J'essayais quelques ancrages, de petites choses destinées à lui offrir un point fixe dans ce nouveau paysage. Je lui avais apporté un jouet destiné aux chiots les plus effrayés, une corde à moitié effilochée qu'on gardait pour les cas fragiles. Elle l'avait laissé de côté, comme si l'objet n'existait même pas. J'avais posé dans son box un vieux t-shirt que je portais souvent, espérant que mon odeur devienne un repère rassurant. Elle n'y avait accordé qu'un regard absent avant de revenir à sa veille près de la porte. Le plus dur, c'était cette absence totale de rejet. Elle n'était pas agressive, elle n'était même pas méfiante, elle était détachée, comme si son esprit flottait encore dans un endroit où nous n'avions pas accès. L'endroit d'avant, celui des routes interminables, des nuits dans des parkings, de la respiration d'un seul humain qu'elle entendait toujours partir sans savoir s'il reviendrait. Un après-midi, alors que j'étais assis au sol à côté de son box à remplir des papiers sans véritable nécessité, j'ai laissé ma main glisser un peu plus bas qu'à l'habitude, frôlant la partie douce de sa poitrine. Je n'attendais rien, je voulais juste être là, près d'elle, sans artifice. C'est à ce moment que c'est arrivé. Elle a pris cette longue inspiration hésitante, celle qui tremble un peu au début, celle que prennent les animaux quand une digue se fissure. Puis elle s'est légèrement penchée vers moi. Pas beaucoup. À peine quelques centimètres. Le temps d'un souffle. Une partie de son flanc a touché mon genou.
Elle n'a pas cherché le contact, mais elle ne l'a pas repoussé non plus. J'ai figé tout mon corps pour ne pas rompre ce minuscule miracle. Pas un mot, pas un mouvement, rien qui puisse lui faire croire que cette décision avait un prix. Elle est restée là quelques secondes, le regard toujours fixé sur la porte, mais son poids, même infime, était désormais partagé. Elle venait de faire un choix microscopique, fragile, mais réel. Cette nuit-là, j'ai fermé le refuge plus tard que d'habitude. Je me suis assis à nouveau près de son box, lui parlant à voix basse, comme on raconte des histoires à quelqu'un qui ne dort pas, et ne dort peut-être plus depuis longtemps. Je lui ai parlé des autres chiens, de ceux qui avaient survécu, de ceux qui avaient fui, de ceux qui avaient attendu, pas pour la divertir, pour qu'elle sache que le monde n'était pas uniquement un corridor où l'on demande au silence de tenir lieu de courage. Quand j'ai finalement décidé de me lever, mes clés sont tombées de ma poche et ont heurté le sol avec un claquement sec. Le bruit était si similaire à celui du portail que son corps a réagi avant même d'avoir le temps d'y penser. Elle s'est levée d'un bond, pas par peur, par espoir. Ses pattes l'ont portée droit vers le son, vers l'endroit où elle croyait que quelque chose ou quelqu'un revenait. Ce n'était pas moi qu'elle cherchait, c'était le mouvement, la direction, la promesse d'un départ. C'est à ce moment-là que j'ai su que nous n'étions pas prêts, pas encore, et peut-être pas pour longtemps. Les semaines suivantes, elle a progressé à la vitesse d'un nuage, lentement, imperceptiblement, mais sûrement. Elle a fini par manger sans que je doive rester devant d'elle. Elle a bu avec un peu plus d'enthousiasme. Parfois, quand j'arrivais avec sa gamelle, sa queue donnait un battement hésitant comme un réflexe qu'elle n'arrivait pas à étouffer. Elle commençait enfin à revenir un peu dans son corps, puis un couple est arrivé au refuge, pas un couple venu acheter un chiot mignon. Non, ils étaient là pour adopter un chien qui avait besoin d'être réparé. Ils avaient déjà adopté auparavant. Ils connaissaient les regards fuyants, les silences lourds, les chiens qui n'accordent jamais leur confiance du premier coup. Ils avaient le discours solide, les mots justes, les gestes calmes, des adoptants de ceux qu'on rêve pour nos chiens. Tout en leur parlant, je sentais un tiraillement violent en moi. La raison me disait qu'une vie de refuge n'était pas un avenir. Mon cœur, lui, s'accrochait à l'idée qu'un seul mauvais choix pourrait l'achever de l'intérieur. Ils posaient les bonnes questions. Je leur posais les plus difficiles. Je voulais qu'ils sachent exactement qui elle était. Une chienne douce mais fracturée. Une âme tendre qui ne supportait pas qu'on ferme une porte derrière elle. Une survivante qui avait déjà été abandonnée 2 fois. Une première fois en silence, une deuxième fois en lenteur. Ils ont tout accepté, sans hésiter. Lorsque le jour de l'adoption est arrivé, j'ai fixé la laisse au petit collier neuf que j'avais choisi pour elle. Elle ne tirait pas, elle ne résistait pas. Elle marchait juste, avec cette légèreté étrange qu'ont les chiens qui ne savent pas encore si leur chemin se dirige vers la sécurité ou vers un nouvel effondrement. Quand nous sommes arrivés au portail principal, là où tout avait commencé, elle s'est arrêtée quelques secondes. Pas pour s'asseoir comme autrefois, pas pour veiller. Elle a simplement regardé le bâtiment derrière elle, comme si elle reconnaissait pour la première fois le lieu où elle avait été sauvée. Les adoptants l'ont installée dans leur voiture avec douceur. Je les ai regardés s'éloigner. J'ai attendu quelques minutes de plus, par habitude, comme si la route pouvait soudain me renvoyer son ombre blanche entre 2 phares. Puis je suis retourné travailler. Cette nuit-là, quand j'ai sorti les poubelles, j'ai vu une silhouette devant le portail. Petite, assise, immobile, opale, revenue, seule. Il n'y avait aucun doute. Elle avait trouvé le chemin. Elle avait marché, sans repère, sans direction, sans garantie. Elle avait suivi ses pattes, ses souvenirs, peut-être même son instinct de survie qui lui disait « Retourne à l'endroit où on ne t'a pas abandonné ». Elle n'attendait plus, elle ne guettait plus les pas d'un fantôme. Elle était là parce qu'elle avait arrêté d'espérer chez les autres. Elle revenait mourir ici, dans le seul endroit où elle avait été comptée. Quand je me suis approché d'elle devant le portail, la lumière du lampadaire dessinait son ombre fragile sur l'asphalte. Opale n'avait pas l'air apeurée, pas affamée, pas excitée non plus. Elle était simplement vide. Elle était revenue comme reviennent les chiens qui ont cessé de croire qu'il existe un endroit pour eux. Elle s'est laissée approcher sans un mouvement. De près, j'ai vu les traces sur ses pattes, de fines lignes rouges, comme si elle avait marché sur du gravier pendant des kilomètres. De la poussière incrustée dans sa fourrure blanche. Ce n'était pas une fuite paniquée, c'était une marche déterminée, désespérée, mais déterminée. Elle était revenue parce que son histoire avait refusé de continuer ailleurs. Il n'y avait personne derrière elle, aucune voiture au loin, aucun adoptant affolé cherchant un chien perdu. Aucun message, aucun appel, aucun « elle s'est échappée »
Ou on ne sait pas quoi faire. Rien. Le silence complet. Cette absence-là, c'est la pire. La plus lâche, la plus tranchante. Je l'ai soulevée dans mes bras. Elle ne s'est pas crispée cette fois. C'était encore plus terrible. Elle avait abandonné l'idée de résister ou d'espérer. Son corps était doux, relâché, résigné. Je l'ai ramenée à l'intérieur. Elle a traversé la porte du refuge sans un regard, comme quelqu'un qui revient dans la seule maison dont il n'attend rien. Elle n'a pas pris la pose du portail. Elle ne s'est pas tenue droite, alerte, prête à filer. Elle s'est allongée sur la couverture que j'avais laissée dans son box, directement, sans hésitation. Sa tête s'est posée sur ses pattes et ses yeux sont restés ouverts mais sans lumière. Pendant les jours qui ont suivi, j'ai vu un phénomène que je redoute chez certains chiens. La disparition intérieure. Une sorte d'effacement lent, une extinction douce mais irréversible si on n'agit pas à temps. Elle mangeait, mais peu. Elle buvait, mais sans intention. À chaque fois que j'ouvrais la porte de son box, elle ne se redressait plus immédiatement. Elle observait lointaine, comme si tout avait perdu sa signification. Et plus effrayant encore, elle ne se mettait même plus contre la grille. Fini la posture du garde silencieux. Fini la fixation obsessionnelle sur l'extérieur. Elle s'était retirée en elle-même. Je me repassais le moment où j'avais cru bon de la confier à cette famille pourtant bienveillante. Je revoyais la scène encore et encore, comme un film qu'on repasse en espérant repérer l'erreur cachée dans un coin du décor. Mais non, tout avait été fait comme il le fallait, ils étaient bons, ils étaient sincères, ils avaient l'expérience. Et pourtant, on avait eu tort. Pas eux, pas moi seul. Nous tous, le monde, la vie, son histoire précédente, sa mémoire, tout ce qu'il avait formé avant de franchir notre portail pour la première fois. Je me suis juré ce jour-là que plus jamais personne ne l'emmènerait sans être prêt à rester, coûte que coûte. Plus jamais elle ne serait envoyée dans un endroit où son silence serait mal interprété, où sa fragilité serait lue comme un simple besoin de temps. Elle ne survivrait pas à un troisième abandon, elle ne survivrait pas à une nouvelle promesse cassée. Et je ne laisserai pas cela arriver. Alors, j'ai fait ce que font ceux qui refusent de perdre un chien sans se battre. Je suis retourné aux bases, à la marche, à la présence, à la routine. Chaque jour, je l'emmenais dehors, dans la petite cour derrière le refuge. Nous faisions le tour du bâtiment en silence, à son rythme. Pas un mot inutile, pas de geste brusque, pas de pression. La laisse était presque lâche, posée plutôt que tenue. Les premières fois, elle suivait parce que je la guidais. Puis lentement, elle s'est mise à marcher légèrement en avant de moi, non pas pour s'échapper, mais pour sentir le monde autrement qu'à travers la déception. Au fil des jours, je remarquais ces minuscules changements qu'on ne voit que lorsqu'on observe un cœur qui tente de revenir à la vie. Elle ralentissait parfois pour renifler un coin d'herbe. Elle levait la tête quand un autre chien aboyait, pas par peur mais par curiosité. Elle commençait à prendre le temps de s'attarder sur les odeurs, ce que les chiens éteints ne font plus. Et puis il y eut ce détail, un soir, qui m'a marqué plus que tout. À chaque tour que nous faisions, à chaque boucle autour du refuge, elle s'arrêtait devant le panneau fixé près du portail principal. Le panneau en métal blanc, celui où sont écrits les horaires du refuge et les consignes de sécurité. Elle le fixait longuement, pas le portail, pas la rue, le panneau, comme si c'était devenu son repère, comme si elle mémorisait la forme, l'odeur, la couleur, la sensation du métal chauffé par le soleil. Je ne savais pas encore pourquoi, mais je savais que ce détail comptait. Un après-midi d'automne, alors que la lumière tombait doucement, j'ai senti que c'était le bon moment. Nous étions devant ce panneau. Elle s'était arrêtée comme toujours. Son regard était calme, lucide, presque doux. Je me suis accroupi à côté d'elle, mes genoux craquant sous le poids de l'habitude. J'ai posé ma main très légèrement sur son épaule. Elle n'a pas tressailli. Et j'ai dit, d'une voix basse, « Si c'est ici que tu reviens toujours, si c'est ici que ton monde recommence, alors tu mérites un nom qui soit vraiment à toi. » Je cherchais un nom depuis des jours, sans jamais le trouver. Aucun ne lui collait, aucun ne racontait son histoire. Mais là, près de ce panneau qu'elle fixait comme un point cardinal, un mot s'est imposé dans ma tête. Un mot fragile et lumineux comme elle, opale. Quand je l'ai prononcé, j'ai senti quelque chose bouger, minuscule, mais présent. Elle a détourné son regard du panneau, elle a tourné la tête vers moi. Ce n'était pas un mouvement de peur, pas de surprise, un mouvement de reconnaissance, comme si elle entendait enfin un son qui lui appartenait. Puis elle a fait un pas vers le portail, pas vers la rue, vers moi. Un pas volontaire, un choix. Ce soir-là, j'ai compris que l'histoire n'était pas terminée. Elle venait de commencer.
Les jours suivants, Opal a continué de se transformer. Par petites secousses, par élans timides. Parfois, elle attrapait du bout des dents un jouet dans la cour pour le lâcher aussitôt, presque honteuse de s'autoriser un moment léger. Parfois, en rentrant du tour du refuge, elle donnait un minuscule coup de museau contre ma main comme si elle vérifiait que j'étais encore là. Puis elle a commencé à courir. Pas vraiment courir au début. De petites accélérations hésitantes, comme si ses pattes devaient réapprendre l'idée même de joie. Mais c'était déjà énorme pour elle. Et pour la première fois depuis son retour, elle a levé les yeux vers moi en remuant doucement la queue. Pas vite, pas haut, mais le mouvement existait. Et ce mouvement-là valait toutes les victoires du monde. Les semaines qui ont suivi ont façonné une routine qui n'appartenait qu'à nous. Une manière lente, mesurée, presque artisanale de reconstruire un chien qui avait passé trop de temps à ne croire qu'en l'absence. Opal avançait toujours prudemment, mais son regard n'était plus aussi vide. Il y avait parfois, très brièvement, cette petite étincelle, une réflexion, une hésitation, une tentative de comprendre quelque chose qu'elle n'avait jamais vraiment exploré. La possibilité du bien. Je remarquais des gestes qu'elle ne se permettait pas auparavant. Comme ce matin où je suis arrivé plus tôt que d'habitude, ma tasse de café encore fumante à la main. Elle était debout dans son box, non pas figée devant la porte, mais tournée légèrement vers l'intérieur, comme si elle attendait quelque chose, ou plutôt quelqu'un. Lorsque j'ai ouvert la porte, elle n'a pas jailli vers le couloir comme autrefois. Elle a attendu que je recule. Elle m'a observé. Puis elle est sortie, tranquille, silencieuse. Mais cette fois, elle m'a jeté un rapide regard avant de prendre le couloir. Ce simple regard, ce minuscule éclat d'attention, équivalait pour elle à une accolade. À l'extérieur, dans la petite cour, elle commençait à explorer davantage. Pas beaucoup, des centimètres à la fois. Elle reniflait les traces laissées par les chiens du quartier. Elle fixait les arbres agités par le vent, comme si elle n'avait jamais réellement vu des feuilles bouger. Tout semblait neuf pour elle. Le monde n'était plus un long couloir menant au portail. Il s'ouvrait enfin par fragments. Mais le moment le plus révélateur arrivait toujours au même endroit. Ce fameux panneau près du portail. Celui qu'elle fixait comme un vieux souvenir, un repère inébranlable inscrit dans sa mémoire. Chaque fois, elle s'arrêtait devant, immobile, comme si c'était un miroir où elle se cherchait. Un soir, alors que je l'observais en silence, j'ai compris la raison. Ce panneau n'était pas seulement un point fixe dans son esprit. C'était l'endroit exact où son premier abandon avait cessé, où le monde avait recommencé pour elle. C'était son point zéro, son origine, son premier lieu d'accueil, mais aussi la première frontière qu'elle n'avait jamais franchie vers une vie différente. Elle l'avait regardé encore et encore parce que, pour elle, c'était la seule chose stable dans un univers où tout changeait sans prévenir. Ce soir-là, je me suis approché et je me suis accroupi juste à côté d'elle. Elle a tourné la tête vers moi, un geste qui était encore rare, encore précieux. « Tu sais, ai-je murmuré, ce panneau ne raconte pas ton histoire. Toi, tu la redécris déjà. » Elle a cligné des yeux lentement, comme si elle tentait de comprendre la nuance. Je suis resté là, assis dans la poussière du parking, sans chercher à combler le silence. C'était la première fois que je sentais qu'elle n'était pas seulement présente dans son corps, mais qu'elle tentait d'être présente aussi dans ce qu'elle vivait. Un jour, une femme est entrée au refuge avec un vieux chien gris à ses côtés. Pas un chien fatigué, un chien sage, un chien stabilisé qui avait déjà traversé les tempêtes avant de trouver quelqu'un capable de les calmer. La femme avait ce regard que seules les personnes qui ont vraiment sauvé des animaux possèdent, un mélange de patience, de réalisme et de tendresse qui ne promet jamais trop, mais qui tient toujours ce qu'il promet. Elle m'a dit qu'elle ne cherchait pas un chiot parfait, qu'elle voulait un chien abîmé, un chien difficile, un chien à reconstruire. Je l'ai regardé longuement, cherchant la faille, cherchant le mensonge. Il n'y en avait pas. Elle parlait sans excès, sans embellissement. Son vieux chien, un labrador argenté que j'ai surnommé Hank pour éviter d'utiliser son vrai nom, se tenait à ses pieds, calme, observateur, comme s'il évaluait silencieusement si cet endroit valait la peine d'être considéré. J'ai présenté Opal avec prudence, comme on expose un souvenir fragile. Elle marchait à mes côtés, la tête légèrement abaissée, mais les pas déterminés. Lorsqu'elle a vu Hank, elle s'est arrêtée. Non pas par peur, mais par un mélange de curiosité et de respect. La femme s'est accroupie, laissant ses mains pendre doucement vers le sol sans chercher le contact. Elle savait. Elle avait l'expérience de ceux qui attendent que le chien fasse le premier mouvement. Opal a levé la tête. Son regard a glissé de la femme à Hank, puis à moi. Elle évaluait. Elle hésitait.
Je sentais sa respiration augmenter légèrement. Puis, très lentement, elle a fait un pas vers le vieux chien. Leur museau s'est effleuré. Hank n'a pas bougé. Il s'est contenté de respirer calmement, acceptant sa présence comme quelque chose de tout à fait normal. Ce fut la première interaction entièrement apaisée qu'Opal vivait depuis son arrivée. La femme a relevé les yeux vers moi, je savais déjà ce qu'elle allait demander. Et pourtant, une part de moi voulait dire non, voulait la garder un peu plus, voulait éviter le risque d'un nouveau retour pavé de silence et de poussière. Mais je savais aussi que les chiens ne sont pas faits pour rester dans les refuges, ils y survivent, ils n'y vivent pas. Elle m'a demandé ce que je pensais, je lui ai raconté tout. Les attentes silencieuses, les veilles interminables, l'abandon, le retour, la fragilité extrême derrière l'apparente neutralité d'Opal. Elle a tout écouté, sans une seule interruption. Puis elle a simplement dit « Je peux lui offrir le temps dont elle a besoin, pas une minute de moins ». Le jour où elle est venue chercher Opal, j'étais nerveux, plus nerveux que la première fois. Je me suis accroupi devant Opal pour lui mettre la laisse. Elle a levé les yeux vers moi, hésitante, comme si elle se demandait si elle me devait une réaction. Je n'ai rien dit. Je lui ai juste caressé la tête. Et pour la première fois, elle a cligné des yeux très lentement, dans un geste que les chiens réservent aux gens qu'ils acceptent enfin dans leur monde. Nous avons marché jusqu'au portail, mais cette fois, quelque chose était différent. Elle n'a pas foncé vers la porte. Elle n'a pas collé son museau contre le sol pour chercher une piste. Elle a avancé calmement côte à côte avec moi. Lorsqu'elle a vu Hank et la femme, elle s'est arrêtée. Puis elle a tourné la tête vers moi, pas pour s'en remettre à moi, juste pour me dire, à sa manière, qu'elle avait compris cette fois-ci, qu'elle n'était pas abandonnée, qu'elle partait vers quelque chose. Quand la femme a ouvert la portière de sa voiture, je me suis attendu à la voir hésiter ou reculer ou se figer comme elle le faisait autrefois. Mais non, Opal a sauté dans la voiture sans un bruit. Hank s'est couché à côté d'elle, posant une patte sur son flanc comme s'il prenait immédiatement son rôle de guide. La femme m'a remercié avec un sourire qui ne cherchait pas à effacer ce que nous avions traversé. Lorsque la voiture s'est éloignée, j'ai senti une étrange sensation dans ma poitrine. Pas un vide, pas une inquiétude, une paix fragile, et la conviction que, cette fois, elle avait une chance réelle. Les premiers jours après le départ d'Opal ont laissé un silence particulier dans le refuge. On s'habitue vite aux chiens qui font du bruit, mais on ne s'habitue jamais à ceux qui partent. Je continuais de passer devant son ancien box par automatisme, comme si mon cerveau cherchait encore sa petite silhouette blanche assise contre les barreaux. Je savais qu'elle n'y serait plus, pourtant je vérifiais quand même, juste au cas où. Certaines habitudes ne disparaissent pas. Elles s'atténuent simplement. Les nouvelles sont arrivées rapidement. La femme, que j'avais décidé d'appeler Madame Raynor pour ne pas utiliser son vrai nom, m'envoya un premier message 2 jours après l'adoption, une photo. Opal, allongée sur un tapis épais, juste devant une grande porte d'entrée en bois. Elle avait ses pattes repliées sous elle, son corps détendu et son regard tourné vers la porte. Mais il y avait quelque chose de différent cette fois. Ses yeux n'étaient pas figés, pas obsédés, pas anxieux. Ils observaient. Avec prudence, oui, mais sans cette douleur sourde qui l'avait accompagnée si longtemps. Elle aime se poser ici, ajoutait le message. Je pense qu'elle vérifie que le monde est toujours là. J'ai souri malgré moi. C'était exactement ce que j'avais imaginé qu'elle ferait. Opal ne voulait pas encore faire pleinement confiance à un foyer, mais elle voulait en surveiller le fonctionnement. Elle notait les allées et venues, les sons, les rythmes. Elle apprenait. C'était déjà énorme. Les semaines suivantes, d'autres photos ont suivi. Opal étendue sur un grand tapis moelleux, un jouet posé juste devant elle, un jouet qu'elle n'avait pas ramené dans sa gueule mais qu'elle avait accepté de garder près d'elle, ce qui était déjà une victoire intime. Sur une autre image, elle était assise dans le salon, couchée à moitié sur Hank, comme si elle s'autorisait enfin à exister physiquement dans l'espace d'un autre chien. Le labrador argenté, patient comme une vieille montagne, semblait totalement à l'aise avec cette petite ombre blanche collée contre lui. Les messages de Madame Raynor étaient là sobres, toujours justes. Elle mange bien? Elle explore davantage le jardin? Elle a couché la tête sur ma main aujourd'hui, juste une seconde. Chaque avancée était minuscule mais réelle. Opal ne se jetait pas dans la confiance. Elle la testait, la goûtait, la frôlait, comme quelqu'un qui découvre l'eau après des années de sécheresse. Un soir, très tard, j'ai reçu un message différent. Une petite vidéo de quelques secondes, on y voyait Opal dans le salon marcher doucement vers Madame Raynor qui était assise par terre. Pas une marche rapide, pas une demande d'affection. Une démarche hésitante, presque calculée. Arrivée près d'elle,
Opale s'est assise et a posé sa tête contre son genou. La vidéo s'est arrêtée là. Je l'ai regardée 3 fois. J'avais la gorge serrée. Pour la première fois, Opale avait offert quelque chose d'elle-même à quelqu'un d'autre que moi et sans que la peur l'écrase. C'était la preuve que tout ce qui avait été lent, compliqué, fragile, en valait la peine. Les mois ont passé. Chaque nouvelle photo montrait une Opale légèrement différente. Un peu plus détendue, un peu plus présente, un peu plus vivante. Et un jour, un message tout simple est arrivé. Nous passerons au refuge cette semaine. Hank voulait revoir ses anciens soigneurs et je pense qu'Opale est prête. Mon cœur a manqué un battement. Le jour de leur visite, je suis sorti avant même qu'ils ne franchissent le portail. Le parking était silencieux, éclairé par une lumière blanche de début d'après-midi. Une voiture s'est garée, la portière arrière s'est ouverte et Opale est sortie. Pas timidement, pas en rampant. Elle a sauté sur le sol, atterrissant légèrement de travers comme font les jeunes chiens qui n'ont pas encore tout à fait trouvé leur équilibre. Elle a levé la tête. Dans son regard, il n'y avait plus ce vide glacial que je connaissais trop bien. Il y avait quelque chose d'autre, une reconnaissance immédiate, un mélange de souvenirs et de certitudes nouvelles. Elle a tourné la tête vers le portail. Elle l'a fixé une seconde, pas la longue observation douloureuse d'autrefois. Plutôt comme quelqu'un qui revoit un lieu de son passé sans chercher à y revenir. Puis elle a avancé. Hank marchait à côté d'elle, vieux mais solide, comme un compagnon de route qui veille encore malgré les années. Quand Opale m'a vu, elle s'est arrêtée net. Elle m'a observé comme si elle cherchait une confirmation invisible. Quelque chose que seuls les chiens savent percevoir. Et alors, elle s'est avancée d'un petit trot, léger, presque joyeux. Pas un débordement. Pas un saut, un mouvement simple, sincère, mais profondément différent. Elle a posé son corps contre mes jambes. Pas pour se cacher, mais pour saluer. Je me suis accroupi pour être à sa hauteur. Elle a poussé un petit souffle, ce genre de souffle qui dit « Je me souviens ». Lorsque nous avons marché à l'intérieur du refuge, les chiens dans les box se sont mis à aboyer comme à leur habitude. Autrefois, Opale se serait figée ou aurait cherché une sortie. Cette fois, elle avançait dans l'allée sans flancher, observant sans peur comme une ancienne résidente devenue spectatrice. Quand elle passait devant certains box, elle jetait un regard calme, presque compatissant, comme si elle murmurait à ses chiens « Je sais ce que c'est, je suis passé par là. Tiens bon ». Dans la cour, Hank s'est couché sous un arbre. Opale est venue s'allonger à côté de lui, son corps détendu comme si elle appartenait à cet endroit, mais différemment. Pas parce qu'elle était perdue, parce qu'elle revenait en visite. Elle regardait partout, l'herbe, les murs, le panneau près du portail, mais elle ne s'y accrocha pas. Elle l'observait comme on regarde un vieux chapitre déjà refermé. Je me suis assis non loin d'elle, elle s'est tournée vers moi, a posé sa tête sur mes genoux quelques secondes, puis est retournée près de Hank, comme si elle voulait me dire « J'ai trouvé ma place, mais tu fais partie de mon histoire ». Et dans ce silence doux, j'ai compris que certains chiens ne quittent jamais complètement les lieux où ils ont survécu. Ils y reviennent parce que ces portes n'étaient pas une fin, elles étaient un passage. Opale n'était plus la chienne abandonnée au portail, elle était celle qui avait traversé ce portail pour entrer dans sa vie. Ce jour-là, en regardant Opale se déplacer dans la cour du refuge comme une visiteuse et non comme une âme abandonnée, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis longtemps dans ce métier. Une forme de soulagement profond, presque douloureux, qui vient après des mois d'efforts silencieux. Je me suis dit que c'était peut-être ça, finalement, le privilège de travailler ici. Voir un chien qui n'avait plus rien se reconstruire morceau par morceau jusqu'à redevenir un être entier. Opale restait près de Hank, observant les alentours avec calme. Il y avait dans son attitude une maturité étrange pour un chien encore jeune. Comme si la douleur l'avait fait vieillir trop vite, puis que la sécurité l'avait fait rajeunir ensuite, mais différemment. Elle ressemblait à ces âmes qui ont connu trop tôt la dureté du monde et qui, une fois en paix, portent une sagesse discrète. Pendant qu'elle profitait du soleil, je discutais avec Madame Raynor. Elle me racontait les petites victoires du quotidien, celles qui étaient trop subtiles pour apparaître dans les photos, mais qui changeaient tout. Le soir où Opale s'était approchée d'elle pour poser sa tête sous sa main sans aucune invitation. La première fois où elle avait aboyé, un petit aboiement surpris, un son qu'elle ne semblait même pas comprendre. Les nuits où elle dormait profondément au pied du lit, respirant de manière régulière, comme si son corps avait enfin trouvé un endroit où se déposer. Elle a ses moments d'inquiétude, ajouta Madame Raynor, surtout quand une porte claque, ou quand je quitte une pièce trop vite. Mais elle revient, elle regarde, elle vérifie, et puis elle se calme. Elle souriait en disant cela,
Non pas parce que c'était facile, mais parce que c'était réel. Opale avançait à son rythme, et Madame Raynor suivait patiemment, sans jamais la pousser. À un moment, Opale s'est levée et a traversé la cour pour venir vers moi. Elle a frotté doucement son museau contre ma manche avant de retourner auprès de Hank. C'était sa façon de me dire qu'elle se souvenait, qu'elle n'avait pas oublié les mains qu'il avait portées quand elle refusait d'avancer, qu'elle n'avait pas oublié la voix qui lui avait murmuré qu'elle n'était pas seule. C'était une reconnaissance silencieuse mais indéniable. Après une dizaine de minutes, elle est revenue près du portail. Je me suis tendu sans m'en rendre compte, redoutant l'ancien rituel. Mais elle n'a pas cherché à sortir. Elle ne s'est pas assise en pose de vigie, figée face au monde extérieur. Elle a simplement reniflé le sol, tourné la tête vers le panneau puis vers nous. Et elle est revenue, tranquillement, comme si le cercle était enfin bouclé. Plus tard, quand Madame Raynor a annoncé qu'il était temps de rentrer, Opale s'est dirigée vers la voiture sans hésiter. Ce simple geste, monter dans une voiture volontairement, sans la panique du passé, m'a serré la gorge. C'était la preuve qu'elle n'associait plus le mouvement à une perte, qu'elle ne considérait plus que chaque départ était un adieu. Elle montait dans cette voiture parce que, cette fois, elle connaissait la destination. Hank l'a suivie, leurs deux silhouettes se glissant dans l'habitacle avec une coordination presque comique. L'un vieux et prudent, l'autre jeune et concentré. Avant de fermer la portière, Madame Raynor m'a dit « Vous l'avez sauvé 2 fois. Nous, on essaie juste de faire le reste. » Quand la voiture s'est éloignée, j'ai senti une chaleur familière grandir dans ma poitrine. Ce n'était pas seulement de la fierté, c'était une gratitude silencieuse, celle que l'on ressent quand un être revient de loin et qu'on réalise qu'on a eu la chance de tenir sa main au moment où il aurait pu lâcher prise. Dans les jours qui suivirent leur visite, l'ambiance du refuge sembla différente. Pas plus légère, ce genre d'endroit n'est jamais léger, mais plus vivante. Certains chiens semblaient prendre exemple sur la trajectoire d'Opale, comme si l'odeur de son passage avait laissé une sorte d'espoir collé dans l'air. Les nouveaux arrivants pleuraient, hurlaient, cherchaient, comme elle l'avait fait, et je me surprenais à leur parler avec un peu plus d'optimisme. « Regarde Opale, un jour, toi aussi, tu auras ton tapis devant une porte, tu verras. » Un matin, alors que j'ouvrais les portes des box, je suis tombé sur un chiot tigré, tout juste arrivé, recroquevillé contre la grille. Il tremblait, incapable de comprendre ce qui lui arrivait. Je me suis accroupi, comme je l'avais fait pour elle, et sans réfléchir, j'ai murmuré « Ça va aller, tu ne sais pas encore comment, mais ça va aller. » Les mots m'ont frappé en sortant de ma bouche. C'était exactement ce que j'aurais voulu qu'on dise à Opale lorsqu'elle était assise, aveugle au portail. Au fil des semaines, Opale continuait d'évoluer dans son nouveau foyer. Parfois, quelques messages arrivaient tard le soir. Elle s'est endormie contre Hank. Elle a aboyé en rêve. Elle s'est approchée d'un visiteur aujourd'hui. Des progrès minuscules, mais si lourds de sens. Madame Raynor me racontait que certains matins, Opale se réveillait et faisait le tour de la maison, comme si elle vérifiait que rien n'avait disparu pendant la nuit. Puis elle revenait s'allonger près du canapé, sa tête posée sur ses pattes, observant le salon avec un air qu'on aurait presque pu prendre pour de la satisfaction. Et puis il y eut ce message-là. Elle est venue me demander une caresse, pas en se glissant timidement, pas par accident. Elle est venue me chercher. À ces mots, j'ai ressenti la même émotion que lorsque, au refuge, elle avait posé pour la première fois son flanc contre mon genou. C'était la preuve ultime. Elle n'était plus en mode survie. Elle commençait à vivre. 1 mois plus tard, ils sont revenus une 2e fois au refuge. Cette fois, Opale n'a pas hésité une seule seconde. Elle a sauté hors de la voiture dès que la portière s'est ouverte et a trotté vers moi avec une démarche presque joyeuse, sa queue battant doucement contre ses hanches. Elle m'a effleuré la main de son museau avant de repartir en courant vers Hank, comme pour me dire « Tu vois, je suis bien, je suis vraiment bien ». Je la regardais se promener dans la cour, la tête haute, les oreilles levées, si différente de la petite chienne aveugle et silencieuse laissée au portail des mois auparavant. Elle s'arrêtait parfois pour sentir un brin d'herbe, pour regarder un nuage, pour observer les autres chiens sans inquiétude. Elle n'était plus un fantôme qui traversait le monde sans y appartenir. Elle en faisait partie, enfin. Et en la voyant ainsi, je compris quelque chose que tous les soigneurs finissent par apprendre un jour, mais souvent trop tard. Certains chiens ne reviennent pas seulement pour revoir un endroit. Ils reviennent pour s'assurer qu'ils ne sont plus celui ou celle qu'ils étaient quand ils y sont entrés. Opale n'était pas venue vérifier le portail. Elle était venue constater qu'il ne la définissait plus.
La deuxième visite d'Opale avait laissé dans l'air une sorte de douceur étrange, comme si son passage avait imprégné les murs d'une énergie plus calme, plus rassurante. Les autres chiens du refuge semblaient l'avoir ressenti eux aussi. Certains, habituellement nerveux, restaient silencieux un instant en la voyant passer. D'autres, les plus jeunes, la regardaient comme on observe une grande sœur courageuse qui revient annoncer que de l'autre côté de la peur, il y a quelque chose de mieux. C'était subtil, mais réel. Quelques semaines après cette visite, je commençais presque à croire qu'Opale avait définitivement tourné la page. Elle évoluait dans sa nouvelle vie avec une stabilité que je n'aurais jamais osé imaginer des mois plus tôt. Et pourtant, même avec cette confiance retrouvée, quelque part en moi, une petite voix murmurait qu'il restait encore un chapitre à écrire. Un chapitre qu'elle seule pouvait déclencher. Puis un jour, alors que je balayais la cour en fin de matinée, j'ai entendu la sonnette du portail. Je me suis approché machinalement, pensant que c'était un livreur ou un bénévole en avance. Mais lorsque j'ai vu la voiture grise se garer et la porte arrière s'ouvrir, mon souffle s'est arrêté. Opale en est descendue d'un bond, un peu maladroit mais sûr, suivi de près par Hank. Elle n'était pas venue en visite programmée. Elle était venue parce qu'elle voulait être là. Madame Raynor m'a expliqué qu'elles étaient passées dans le quartier et qu'Opale, en voyant la route, avait levé la tête, reniflé longuement, puis s'était mise à remuer la queue. Ce n'était pas un signe d'angoisse ni de confusion, c'était une suggestion, une demande, une envie. Alors elles étaient venues. Opale a trottiné vers moi avec une démarche légère, presque dansante. Pas d'hésitation, pas de tension dans ses épaules, elle a posé sa tête contre ma jambe, brièvement, puis s'est tournée vers le portail comme si elle voulait entrer. Pas pour s'y coller, pas pour attendre, pour revisiter l'endroit à sa manière. Lorsque je lui ai ouvert, elle a traversé le seuil comme on entre dans une maison d'enfance, sans peur, avec un respect silencieux. À l'intérieur, les chiens se sont mis à aboyer, déclenchant l'écho habituel dans les couloirs. Opale n'a même pas sourcillé. Elle marchait tranquillement, son museau frôlant parfois les grilles, observant les pensionnaires comme si elle les comprenait. Elle prenait son rôle d'ancienne très au sérieux, comme si elle leur murmurait « Je suis partie d'ici, et vous le pourrez aussi ». Dans la cour, elle s'est dirigée vers l'arbre où Hank aimait se coucher. Il s'y est installé aussitôt, comme toujours, et elle, fidèle à son habitude, s'est levée contre lui. Mais cette fois, il y avait un détail nouveau. Elle tenait un petit jouet. Un jouet qu'elle avait amené de chez elle, une balle en peluche bleu pâle. Je n'avais jamais vu Opale apporter quelque chose avec elle. C'était une déclaration silencieuse. Elle revenait en sachant qu'elle avait maintenant un foyer à elle, suffisamment solide pour qu'elle y emmène un bout de confort lors de ses expéditions. En la voyant ainsi, je réalisais qu'elle n'était plus attachée à ce refuge comme à un dernier espoir. Elle y revenait comme on revient là où l'on a été sauvé. Non pour revivre le passé, mais pour mesurer le chemin parcouru. Madame Raynor me raconta qu'Opale avait développé plusieurs petites habitudes attachantes. Par exemple, chaque soir, juste avant d'aller dormir, elle faisait un tour du salon, lentement, reniflant chaque coin comme pour s'assurer que rien n'avait bougé depuis la veille. Ce n'était pas de l'anxiété, c'était une sorte de rituel rassurant, un moyen de dire à son propre cœur « Tu peux dormir, tu es en sécurité ». Un autre rituel, encore plus attendrissant, s'était installé avec Hank. Chaque matin, il se levait pour s'étirer lentement, comme les vieux chiens le font, et Opale plaçait doucement son museau contre son épaule avant de l'accompagner dehors. Comme si elle veillait sur lui, alors qu'il avait autrefois veillé sur elle. Leur duo était devenu inséparable. Ils formaient un équilibre parfait. L'expérience tranquille et la fragilité guérie, unies dans une tendresse qui ne demandait rien. Mais ce jour-là, au refuge, j'ai vu quelque chose que je n'oublierai jamais. Alors qu'elle jouait doucement avec sa balle bleue dans la poussière de la cour, un bruit soudain a retenti. Une porte métallique que l'un de mes collègues avait claquée sans le vouloir. Le genre de bruit qui, autrefois, aurait figé Opale sur place, l'aurait renvoyée dans ce passé douloureux où la fermeture d'une porte signifiait qu'elle serait seule encore longtemps. Cette fois-ci, elle a sursauté, oui, mais elle ne s'est pas effondrée. Elle n'est pas retournée vers le portail. Elle n'a pas cherché un chemin de fuite. Elle a levé la tête, regardé autour d'elle, puis filé directement vers Hank. Elle n'a pas cherché à se cacher derrière lui. Elle s'est juste assise à côté de lui, son flanc pressé contre son corps robuste. Comme si elle disait « Il y a du bruit, mais tant que tu es là, ça va ». La différence était immense. Ce n'était plus une réaction de survie. C'était une réaction apprise, construite. Elle se reposait sur un lien, pas sur la fuite. Un lien sain, stable, choisi.
Je me suis accroupi près d'elle, elle a tourné son museau vers moi et m'a donné un coup très léger sur la main. Un geste simple, mais un geste qui, venant d'elle, valait des pages et des pages de progrès. Lorsque l'heure de repartir est arrivée, Opal n'a pas montré de stress. Elle a ramassé sa balle dans sa gueule, l'air concentré, comme si c'était un objet précieux qu'elle ne voulait pas perdre. Elle a trottiné vers la voiture, s'est installée à l'arrière, près de Hank, et a levé la tête vers Madame Raynor comme pour dire « On y va ?» Avant de fermer la portière, elle s'est tournée vers moi une dernière fois. Ce regard, je ne l'oublierai jamais. Ce n'était pas un regard de dépendance, ni un appel au secours, c'était un regard de reconnaissance, de gratitude, peut-être même de fierté. Comme si elle avait voulu me dire « Tu m'as aidé à marcher jusqu'ici. Maintenant, regarde-moi avancer seule. » Quand la voiture s'est éloignée, je suis resté debout un long moment, à fixer la route vide. Non pas avec cette angoisse qui m'avait déchiré la première fois qu'elle était partie, mais avec une paix presque solennelle. Opal n'était plus une chienne brisée. Elle était devenue une chienne qui savait où aller. Et peut-être plus important encore, elle savait désormais où revenir et pourquoi. Les jours qui ont suivi la visite improvisée d'Opal ont laissé dans mon esprit une sensation à la fois douce et étrange, comme si la boucle était bouclée sans pourtant être totalement refermée. Je savais qu'elle avait désormais une vie loin du refuge, une vie qui lui appartenait enfin, mais je ressentais aussi qu'elle n'avait pas fini de laisser son empreinte ici. Certains chiens disparaissent doucement dans leur nouvelle existence, comme s'ils avaient été happés par un futur que nous ne verrions jamais. Opal, elle, semblait tisser un pont constant entre son passé et son présent. Un matin, alors que je nourrissais les chiens, je suis tombé sur une scène qui m'a arrêté net. 2 jeunes bénévoles, assis devant le box d'un chien nouvellement arrivé, murmuraient des mots rassurants. Ils tentaient de l'encourager à manger, à lever la tête. Leur posture, leur patience, leurs gestes, ils reproduisaient presque inconsciemment les attitudes que j'avais eues avec Opal. Ils l'avaient observée même sans s'en rendre compte. Elle avait été pour eux une sorte de démonstration vivante de ce que signifie réparer un animal brisé. Je me suis surpris à sourire. Les chiens laissent derrière eux bien plus que des poils ou des souvenirs. Ils laissent une méthode, une manière de faire, une façon de respirer autour de la douleur. Opal avait laissé, malgré elle, un mode d'emploi pour les autres. Au fil des semaines, j'ai continué à recevoir des nouvelles régulières. Parfois une photo, Opal endormie sur un coussin étalé de tout son long, comme si son corps apprenait enfin à occuper de l'espace. Parfois un message rapide, elle a accepté une friandise de la main d'un visiteur. D'autres fois, quelque chose de plus personnel. Elle a rêvé cette nuit. Elle a remué la queue en dormant comme si elle courait quelque part de beau. J'apprenais à reconnaître l'évolution d'Opal dans ces détails minuscules qui ne signifient rien pour le monde, mais qui signifient tout pour ceux qui ont connu un chien avant sa reconstruction. Elle ne se contentait plus de survivre. Elle testait la vie, petit morceau par petit morceau. Elle expérimentait, elle tentait. Elle tombait parfois dans un vieux réflexe de peur, mais elle se relevait, et chaque fois plus vite qu'avant. Puis un jour, j'ai reçu un message différent. Une photo d'Opal assise au pied d'un canapé, la tête légèrement inclinée, un regard concentré tourné vers la télé. Elle aime les documentaires sur les animaux, disait Madame Raynor. On croit qu'elle écoute les voix. Je suis resté frappé par la simplicité de l'image. Un chien qui écoute, un chien qui observe le monde sans trembler, un chien qui s'autorise la curiosité. Les jours passèrent, les semaines aussi. Puis un après-midi, le refuge reçut un appel d'une école locale souhaitant organiser une petite journée éducative pour sensibiliser les enfants à l'importance de l'adoption responsable. Habituellement, nous faisions cela avec les chiens les plus stables, ceux qui avaient l'habitude du bruit et du mouvement. Mais cette fois, presque instinctivement, j'ai pensé à Opal. Pas pour la mettre en avant, pas pour en faire une mascotte. Non, pour lui offrir la chance de réécrire encore un peu plus son histoire. J'ai demandé à Madame Raynor si elle penserait qu'Opal serait capable de venir, calmement, pour une courte rencontre. Sa réponse fut immédiate. « Je pense qu'elle vous dira elle-même si elle est prête. » Le jour venu, Opal est arrivée en voiture. Elle était descendue tranquillement, pas nerveuse, mais attentive. Son regard parcourait le parking, les murs, les arbres, comme si elle vérifiait que tout allait bien. Hank marchait à ses côtés, solide et rassurant comme un capitaine qui montre la route. Les enfants étaient installés dans la cour, impatients, un peu bruyants. Au moment où nous avons franchi la grille, j'ai retenu mon souffle, prêt à intervenir au moindre signe de stress. Mais Opal a surpris tout le monde. Elle s'est arrêtée, observée, évaluée, puis elle a avancé.
lente, mesurée, mais volontaire. Elle a accueilli les premiers regards, les premiers murmures, elle n'a pas reculé, elle n'a pas baissé la tête, elle a simplement respiré. Et à un moment, elle s'est assise, sans personne pour la guider. Je me suis accroupi à côté d'elle. Un petit garçon s'est approché timidement, les mains tremblantes. Il a tendu sa paume ouverte. Opale l'a regardé, longtemps. Puis elle a posé son museau contre ses doigts. Le garçon a souri, les autres enfants aussi. Il y a eu un silence doux dans la cour, un de ces silences qui ne sont pas du vide, mais un souffle collectif. Et c'est là que tout a basculé. Le petit garçon a demandé « Pourquoi elle regarde toujours la porte ?» J'ai suivi son doigt. Et en effet, Opale levait parfois les yeux vers l'entrée du refuge. Non pas comme autrefois, avec cette obsession douloureuse, mais avec une sorte de nostalgie tranquille. Comme quelqu'un qui regarde un endroit important de son passé. Je me suis tourné vers les enfants et j'ai raconté, doucement, sans entrer dans les détails trop durs, son histoire. Pas pour faire pleurer, mais pour expliquer. Pour leur montrer ce que les abandons créent. Et surtout, ce que la patience peut réparer. Les enfants écoutaient, leurs yeux grands ouverts, buvant chaque mot comme si Opale était une sorte de légende vivante. À un moment, une fillette a levé la main et m'a demandé « Est-ce que ça veut dire qu'on peut tous sauver un chien, même un qui a très peur ?» Je me suis tourné vers Opale. Elle m'observait. Je lui ai caressé doucement la tête. « Oui », ai-je murmuré. « Oui, mais parfois, ce n'est pas nous qui les sauvons. Parfois, ce sont eux qui nous apprennent comment faire. » Opale a surpris tout le monde. Elle a avancé d'elle-même vers un groupe d'enfants assis sur un banc et a posé sa tête sur les genoux d'une petite fille aux tresses blondes. La fillette a éclaté d'un rire surpris, pas moqueur, juste émerveillé. Et Opale n'a pas bougé. Elle est restée là, calme, sereine, présente. Ce geste si simple, si doux, était une renaissance. Une preuve vivante que le monde avait cessé de lui faire peur. Après cette journée, les enfants sont repartis avec un mélange d'émerveillement et de responsabilité. Et Opale, elle, est repartie avec quelque chose de nouveau dans sa démarche. Une assurance tranquille. Elle ne marchait plus comme un animal qui surveille les sorties. Elle marchait comme un être qui a compris qu'il peut exister dans plusieurs endroits sans être en danger. Lorsque la voiture a quitté le refuge, Opale a collé son museau à la vitre. Elle avait ce regard que j'avais vu la première fois, mais transformé. Non plus un regard vers un passé douloureux, mais un regard vers un monde qui s'ouvrait enfin. Ce soir-là, seul dans la cour, j'ai pensé à tous les chiens avant elle, à ceux qui étaient partis, à ceux qui étaient restés, à ceux que nous n'avions pas pu sauver. Et j'ai compris quelque chose de simple et immense. Certains chiens changent une vie, d'autres changent un refuge, et quelques rares, comme Opale, changent toute une façon de voir le monde. Dans les semaines qui suivirent cette journée avec les enfants, quelque chose se mit à changer silencieusement dans le refuge. Pas seulement dans les routines, ni dans les comportements des chiens, mais dans l'atmosphère même du lieu. C'était comme si l'ombre d'Opale était restée suspendue quelque part entre les murs, non pas comme un souvenir triste, mais comme une empreinte lumineuse, une sorte de signe discret que la guérison est possible, même quand elle commence dans la poussière d'un portail. Tous les jours, en traversant le couloir principal, je surprenais un chien nouvellement arrivé, recroquevillé au fond de son box, jetant un regard hésitant vers la porte, comme si le même fil invisible qui avait retenu Opale au seuil retenait à présent d'autres chiens. Et chaque fois, je me souvenais que le premier pas vers la guérison n'est jamais spectaculaire. Il est minuscule, presque imperceptible. Il tient parfois dans un souffle, dans une oreille qui se dresse, dans un museau qui s'avance d'1 centimètre. Je les observais avec la même patience que celle que j'avais apprise avec elle, et je répétais ce que j'avais fini par comprendre. Les chiens, comme Opale, ne guérissent pas en un seul morceau. Ils guérissent en fragments. Un soir, alors que j'étais en train de fermer le refuge, j'ai pris un moment pour m'asseoir près du portail. Le même endroit où tout avait commencé. Le béton était tiède sous mes mains. Le panneau, légèrement usé par le temps, renvoyait un éclat pâle dans la lumière des lampadaires. Je me suis surpris à imaginer Opale, minuscule et silencieuse, assise juste là, attendant un monde qui ne reviendrait pas. Et pourtant, cette image n'avait plus rien d'un souvenir douloureux. C'était devenu un point de départ, l'origine d'une histoire qui n'aurait jamais dû exister et qui, pourtant, avait transformé tout autour d'elle. Quelques jours plus tard, une lettre arriva au refuge. Une enveloppe simple, sans rien d'extravagant, à l'intérieur, un dessin. Un dessin fait par un enfant,
Un chien blanc, aux yeux doux, assis devant un grand portail, et juste derrière, un soleil levant. Sur le côté, un petit mot écrit en lettres maladroites « Merci pour Opal. Maintenant, je sais qu'on peut aider. » Je suis resté immobile quelques secondes, la gorge serrée. Je m'attendais presque à voir Opal tourner le coin du refuge et venir poser son museau sur ma jambe, comme elle le faisait maintenant. Mais la seule chose qui bougeait, c'était le vent. Ce dessin avait quelque chose de profondément vrai. Opal n'était pas seulement un chien sauvé. Elle était devenue un repère, un symbole, même si elle n'en saurait jamais rien. Elle avait, par sa seule existence, rappelé à des dizaines d'enfants que les chiens abandonnés ne sont pas des erreurs à effacer, mais des histoires à réparer. Elle avait redonné aux bénévoles une énergie qu'ils ne pensaient plus posséder. Et elle m'avait rappelé, à moi, pourquoi j'étais resté toutes ces années dans un endroit où les pertes semblaient parfois plus nombreuses que les victoires. Les mois suivants furent ponctués de visites régulières d'Opal et de Hank, pas systématiques, pas prévisibles. C'était toujours quand on s'y attendait le moins. Un après-midi ensoleillé, un matin pluvieux, une fin de journée silencieuse où je pensais être seul. Je la voyais passer les grilles, ses oreilles droites, son pas assuré, sa balle bleue dépassant parfois de sa gueule. Elle n'était plus en alerte, elle n'était plus en garde. Elle avançait comme quelqu'un qui revient sur un lieu qu'il a aimé et qu'il n'a plus besoin de craindre. Un jour en particulier me revient souvent. C'était un matin calme, presque trop calme. Les chiens aboyaient faiblement comme si tout le refuge s'était réveillé à moitié. La voiture de Madame Raynor s'est garée sans bruit. Opal en est descendue, mais cette fois, elle ne s'est pas mise à trottiner vers moi. Elle a regardé autour d'elle, puis elle s'est dirigée directement vers le portail. Pas pour sortir, pour s'y asseoir quelques secondes, comme pour saluer silencieusement la version d'elle-même qui y était restée. Celle qui avait attendu, celle qui avait souffert, celle qui avait survécu. Hank s'était installé juste derrière elle, le regard tourné vers la cour. Il ne la pressait pas. Il lui offrait seulement sa présence, son calme, son assurance de vieux sage. Je les ai observés un moment sans rien dire. Il y avait entre eux un lien que même les humains peinent à comprendre. Une forme d'alliance née dans la fragilité, mais construite dans la stabilité. Opal finit par se lever, elle secoua légèrement la tête et trotta vers moi. Ce mouvement-là, juste ce mouvement, contenait tout ce que j'avais besoin de savoir. Elle n'était plus retenue par le portail. Elle n'était plus définie par lui. Elle le reconnaissait, oui. Elle lui rendait visite, oui, mais elle n'y appartenait plus. Je l'ai caressée doucement et elle a posé sa tête contre ma main comme elle le faisait désormais sans hésitation. Un geste simple, une preuve gigantesque. Parfois, les miracles ne ressemblent pas à des éclairs ou à des révélations. Parfois, ce sont des petits gestes quotidiens qui disent « Je vais bien, je suis ici, je peux aimer ». Plus tard, Madame Raynor m'a confié quelque chose qui m'a marqué profondément. Elle m'a dit « Je crois que ce refuge est devenu pour elle un point d'équilibre. Pas un chez elle, pas un lieu de peur, un endroit qui lui rappelle d'où elle vient et jusqu'où elle n'a plus besoin de retourner. » Ces mots sont restés avec moi, parce que le but d'un refuge n'est pas d'être une fin, ni même un début. C'est d'être cette passerelle fragile que certains chiens traversent à peine et que d'autres, comme Opal, utilisent comme un pont entre deux mondes. Un pont entre leur passé et leur avenir. Et aujourd'hui encore, quand quelqu'un s'approche du portail avec un chien dans les bras ou une laisse trop lâche, je pense à elle. À cette petite silhouette blanche, les yeux bandés, posée devant ce même portail comme une question sans réponse, et je me dis que tant que nous continuerons à raconter ces histoires, tant que nous donnerons une voix à ceux qui n'en ont pas, alors peut-être que ce portail ne sera plus jamais seulement une frontière. Il deviendra un passage, une promesse, parce que certains chiens ne cherchent pas un foyer, ils cherchent une chance, et d'autres, comme Opal, cherchent quelque chose d'encore plus précieux. Une raison de croire que le monde peut, enfin, être stable sous leurs pattes. Si son histoire t'a touché, alors porte-la plus loin, partage-la. Parle des refuges, des bénévoles, des familles d'accueil, de tous ceux qui se battent chaque jour pour que des chiens comme elle trouvent la force de traverser leur propre portail. Et surtout, regarde toujours 2 fois avant de passer devant un refuge. La prochaine Opal t'y attend peut-être déjà. Silencieuse, fragile, mais prête à renaître si quelqu'un prend la peine de s'arrêter.